Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver encore ce dimanche fidèle à votre émission. Vous le savez, sans aucun doute, il y aura désormais des diplômes précis qui seront exigés pour enseigner dans le privé, notamment dans les enseignements maternels et primaires. C'est une décision du ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou. Désormais, ce sont les titulaires de diplômes professionnels tels que le certificat élémentaire d'aptitude pédagogique CEAP, le certificat d'aptitude pédagogique, le CAP et le baccalauréat qui pourront enseigner. Quelles pourraient donc être les implications de cette décision, bien que cela participe de l'assainissement du secteur éducatif? On va en discuter avec les confrères dans le décryptage. Et dans le dossier de la semaine, on revient sur les mesures fiscales, sur les innovations de la loi des finances 2020. Il y en a beaucoup qui favorisent le développement des entreprises au Bénin. Avec un expert comptable, nous allons revisiter ces innovations de cette loi des finances, notamment au profit des entreprises. Merci donc de nous rester fidèles. C'est parti pour cette nouvelle aventure. Le mini-journal, c'est maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans le mini-journal de ce dimanche sur Week Echo. À Cotonou, comme dans toutes les localités du Bénin, beaucoup de Béninois optent de plus en plus pour la mode africaine. Même dans certains prêt-à-porter, les tenues en vente portant des motifs et designs purement africains existent déjà. Stanislas Linkbon est allé à la rencontre de quelques couturiers stylistes béninois pour mettre en lumière leur travail. Voici le reportage. Dans ce prêt-à-porter, domine la mode africaine. Son promoteur est styliste. Ce soir, Roland vient le voir pour retirer sa commande. Actuellement, vous allez constater la plupart des Béninois et les jours ouvrables sont souvent là avec les tenues locales. C'est ça le Béninois d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la confection des tenues africaines rapporte de mieux en mieux aux professionnels du secteur. Pas de repos pour certains, comme c'est le cas ici. Je suis en train de faire le dessin de ce que je vais faire comme broderie. Si, sans ça, tu ne peux jamais faire la broderie. Ce brodeur manque de main-d'œuvre pour faire face à la clientèle qui ne cesse de croître. Je ne dors pas couramment parce que je n'aime pas que les clients viennent dire pourquoi est-ce que tu n'as pas fini ma tenue à temps. Actuellement, c'est ça qui passe. La tenue locale, ça passe. Parce qu'il y a genre de tenue qu'on appelle good luck qui est venu du Nigeria et qui est porté souvent par le président nigérien. Donc, raison pour laquelle, actuellement au Bénin, la tenue good luck passe bien avec broderie et qui fait partie des tenues locales. Au niveau des grandes maisons de production, la demande a doublé voire triplé ces dernières années. Ce patron d'une maison de mode située à Cotonou souhaite que ses offres répondent aux exigences du marché national et international. C'est pourquoi, ici, dans l'atelier de confection des tenues, ses employés font un travail à la chaîne. Ça fait bientôt 30 ans qu'on est en train de développer cette marque béninoise. J'ai commencé ce travail. Personne ne croyait qu'on pouvait porter du prêt-à-porter fabriqué avec du tissu africain. On pensait seulement au Yves Saint Laurent, Christian Dior, les grandes marques qui font du prêt-à-porter en ce moment-là. Je me suis dit, on peut insérer ce truc dans la mode vestimentaire pour pouvoir booster la mode africaine. Aujourd'hui, c'est un engouement terrible qui est autour. Vous voyez partout dans Cotonou maintenant, vous voyez beaucoup de prêt-à-porter qui fait du tissu africain. Mais le marché est très vaste parce que non seulement nous parlons du Bénin, c'est de l'Afrique et du monde entier. Vous n'avez plus aujourd'hui du prêt-à-porter dans quel pays, je ne sais où aujourd'hui, où le tissu africain n'apparaît pas. L'Afrique centrale, le Cameroun, le Congo, le Gabon, tout ce monde vient au Bénin s'approvisionner en vêtements. Le style vestimentaire africain s'ouvre au monde et le Bénin, qui rêve de devenir le carrefour de cette mode, travaille à satisfaire ce vaste marché.
La fête du Vaudou, on en parle encore, c'était le 10 janvier dernier. Les festivités officielles ont eu lieu à Ouida, à la porte du non-retour, en présence de nombreux curieux et touristes. Ces derniers n'ont pas manqué d'ailleurs de se procurer des objets d'art en guise de souvenir. Le marché de la fête du Vaudou, un 10 janvier, c'est un reportage de Rodrigue Babagbeto. Quand la porte du non-retour vibre au son des danses du festival Vaudou, sa devanture rayonne en couleurs. C'est la fête, il faut que les couleurs béninoises aussi dominent beaucoup. Et pour que les gens savent que vraiment c'est une grande fête, la fête de Vaudou. Et ce que je vends ici, il y a d'autres que j'achète, il y a d'autres que moi-même j'achète et je refais. Je collectionne les colliers. Plein de choses, hein. Pas seulement les colliers, les éventails, les bracelets, les tenues d'hommes, de femmes, un peu de tout. Ils sont nombreux comme Jamilatou à exposer des articles pour ce rendez-vous qui convie le monde entier. Entre ces quatre murs, cette dame offre des masques et statuettes en bois aux différentes représentations et significations. Ça, on l'appelle masque soleil. Ça représente la divinité, le soleil. Donc si ça se trouve dans votre maison, il y a le rayonnement, il y a la lumière, il y a tout. Ce masque c'est à 30 000 à débattre. C'est à Pouquet, c'est elle qui est à l'ouverture, à l'entrée pour tous les mamies. Les mamies Ouattara, c'est elle qui est à l'entrée, c'est elle qui reçoit les étrangers pour tous les mamies Ouattara. Ça, je le vends à 25 000. Océane et Raph décident de se prendre quelques souvenirs. Ils sont accueillis avec le trop-plein de chaleur, stratégie marketing de la vendeuse. Je cherche des petits souvenirs sympas, que madame est très sympathique et qu'elle insiste fortement pour que je prenne quelque chose chez elle. Donc, je cherche quelque chose pour faire plaisir à tout le monde. Malheureusement, ils ne repartiront que les mains vides, articles trop chers à leur avis. Ce Cubain, par contre, remplit son sac de sculptures en bois qu'il achète après observation minutieuse. J'aime tout ce que je vois, que ce soit des sculptures ou les objets vaudous. J'ai acheté ces deux statuettes à environ 11 800 francs CFA chacune. Il repart, certain d'avoir fait une bonne affaire. Les vendeurs restent. Pour eux, ce marché du vaudou, il faut l'animer tous les jours. Et on parle santé pour finir. La consommation de l'eau glacée est un geste qui entre dans les habitudes alimentaires. Dans les ménages, les salles de sport ou les restaurants, il n'est pas rare d'étrancher sa soif avec un verre d'eau bien glacée. Mais en dehors de la sensation qu'elle procure, les médecins déconseillent sa consommation. L'eau glacée aurait des effets négatifs sur l'organisme. Samson Thiaumont, perspective. Il y a 3 organes qu'il faut privilégier à les entretenir quand on veut consommer l'eau glacée. Il y a le cœur, le foie et le poumon. Ces 3 organes vitaux ne sont pas réceptifs à la consommation de l'eau glacée. Pourtant, l'eau glacée est très désirée par bon nombre de Béninois, surtout après une journée mouvementée. Quand il fait chaud, nous prenons de l'eau glacée. Quand on a soif, l'eau glacée nous désaltère et on se retrouve mieux. Il paraît qu'elle n'est pas bonne, mais on sent une fraîcheur quand on la consomme. Parfois, quand il fait chaud, je prends de l'eau glacée, mais quand il fait froid aussi, je prends ça. Parfois, ça fait du bien quand on prend ça. L'agréable sensation de fraîcheur et de désaltération que procure à l'organisme l'eau glacée n'est qu'un soulagement temporaire. Sa température, généralement entre 6 et 12 degrés, contraste avec la température de base du corps humain qui est de 37,6 degrés. Selon les spécialistes, cet écart pourrait être un facteur ou un élément déclenchant de certaines pathologies. D'abord, celui qui prend tellement de l'eau glacée, il est exposé à l'obésité. Parce que quand on dit l'obésité, ce n'est pas le fait qu'il prend de l'eau glacée qui va lui apporter l'obésité, mais c'est parce qu'il a mangé des choses grasses et
il a envie de prendre de l'eau glacée. Et quand on dit l'eau glacée, ce n'est pas seulement l'eau glacée, il y a aussi les boissons glacées. Donc, c'est consécutif, c'est alternatif. Quand il prend de l'eau glacée, il mange, il finit de manger. En même temps, il prend de l'eau glacée, il sera toujours gros. Et attention, il y a ce qu'on appelle la rétention d'eau. C'est-à-dire l'eau qui se retrouve exagérément dans ton organisme. Il faut faire attention à cela parce que ça reçoit beaucoup d'énergie négative sur ce que tu manges. Et l'eau glacée à une température donnée perturbe le fonctionnement du foie et la bonne digestion aussi. Donc je vous conseillerais simplement d'aimer le chaud, de prendre de l'eau tiède ou bien du thé. Et là, vous allez maintenir votre forme et éviter certaines maladies qui tournent autour de l'obésité. Et quand il y a l'obésité, les autres maladies commencent par s'installer. 2 litres d'eau par jour, c'est la moyenne recommandée par les médecins pour hydrater son organisme. Ce liquide précieux est bénéfique pour la santé. Pour rester en bonne santé, il est préférable d'éviter de boire autant qu'on peut toute boisson glacée. Ce sera tout pour le mini-journal de ce dimanche. Wikeko continue avec Ulvaïs Balogun. Merci à vous, Nadège Omolade. Et sans plus tarder, ici, on enchaîne avec la revue de presse économique, une signature de Rodrigue Babagüeto. Amis de la revue de presse économique, bonjour. Nombreux êtes-vous à nous suivre tous les dimanches, nombreux ne serez-vous désormais plus à la Direction générale des impôts, du moins pour le paiement de la taxe des valeurs mobilières, TVM. L'économiste en parle et affiche à la une, digitalisation des services publics au Bénin, la DGI lance la plateforme de paiement de la TVM via GSM. D'après le quotidien, il est désormais possible de s'acquitter de cette obligation par le biais de son téléphone mobile. Les longues files d'attente et les désagréments subis par les propriétaires de véhicules à moteur sont ainsi tombés aux oubliettes. Le quotidien, spécialiste des questions économiques, rapporte les propos du directeur général des impôts qui confie que cette innovation s'inscrit durablement dans la vision du gouvernement de rapprocher l'administration des contribuables. Matin Libre, quant à lui, souligne que cette plateforme de paiement mobile de la TVM répond à la volonté affichée par le gouvernement dans son PAG d'utiliser les TIC comme catalyseur de la dynamique économique pour une inclusion sociale. Le quotidien de Menontin, se réjouissant également de cette innovation, fait savoir que l'application est dénommée Mobile Tax et est développée avec la contribution des 2 réseaux mobiles du pays. Les usagers pourront ainsi lier leur véhicule à leur numéro de paiement, voir leur TVM impayé et au règlement de leurs dus. Pendant ce temps, les courses pour la politique de mobilisation des ressources internes entrant dans le cadre du budget général de l'État ont démarré. Marché financier de l'UEMOA, le Bénin obtient 55 milliards de francs CFA des investisseurs, c'est ce que titre l'économiste. D'après le journal, le Bénin a obtenu plus que ce qu'il a demandé pour sa première animation au titre de l'année 2020. Pour une sollicitation de 50 milliards de francs CFA, les investisseurs ont accordé 55 milliards au Bénin. Pour le journal, cette opération s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'émission de titres publics du Bénin, en conformité avec la stratégie à moyen et long terme de gestion de la dette. Pour le Télégramme, c'est un grand retour que signe ainsi le Bénin sur le marché financier de l'UEMOA, un retour qui réjouit quelques cadres des finances et de la planification. 50 milliards de reçus pour le Bénin et 19 milliards de francs CFA pour les petites et moyennes entreprises du continent, c'est l'autre information que rapporte l'économiste. Small Business en Afrique, 19 milliards de francs CFA pour financer les PME en 2020, c'est ce que titre le journal. L'African Fund Guarantee AFG annonce qu'elle vient d'être dotée de 33 millions de dollars, soit près de 19,428 milliards de francs CFA par le prêteur allemand KfW Development Bank pour continuer à soutenir les PME du continent. Et pour finir, cette nouvelle pas favorable pour l'économie béninoise, la filière Kaju ferme ses portes. C'est ce qu'annonce le quotidien Matin Libre. Et pour cause, les pertes endurées pour la filière du fait de la crise, peut-on lire dans le journal, sont estimées à $1 million américains par an sur les 3 années. Une situation
qui marque ainsi la suppression de dizaines d'emplois et marque également la fin de cette revue de presse. Merci de votre aimable attention. À très bientôt pour de nouvelles informations économiques. Merci à vous, Rodrigue. Et je le disais à l'entame de cette émission, le gouvernement veut user de son droit de regard dans les écoles maternelles et primaires. À partir de la rentrée scolaire 2020-2021, de nouveaux critères sont définis pour le recrutement des instituteurs, je vais y arriver, dans les écoles maternelles et primaires privées. Sujet au cœur du décryptage. Et voilà, les réformes se poursuivent au niveau du secteur de l'enseignement, en l'occurrence des enseignements maternels et primaires. Et on fait le débat avec deux confrères sur ce plateau. Yves Patrick Loko, journaliste à la Radio Nationale. Bonjour Patrick. Bonjour Yves, bonjour aux amis téléspectateurs. Et le second invité, lui, c'est Vincent Aoué, journaliste à Radio Bénin Alafia. Bonjour Vincent. Bonjour et bonjour à nos amis téléspectateurs de BB24. Alors Vincent, vous avez certainement eu cette décision du ministre des Enseignements maternels et primaires relatif justement à cet assainissement dans le secteur de l'enseignement maternel et primaire. Pensez-vous que ce soit une décision qui vient à point? Oui, je pense qu'on peut saluer la décision. La décision dit concrètement que pour l'enseignement au niveau maternel et primaire, dans le privé, désormais, qu'on aura affaire aux diplômés de CAP et de CAP, et du baccalauréat. Et puis à la rigueur du bac. Cela suppose quoi d'abord? Ça suppose que déjà dans le public, et aujourd'hui au primaire et à la maternelle, dans le public aujourd'hui, vous avez fait affaire aux professionnels. Ça dit quoi? Et ça ne date pas d'aujourd'hui d'ailleurs pour le public. Depuis un bon moment, pour enseigner au primaire ou à la maternelle, il faut être titulaire d'un CAP ou d'un CAP. Et cela, je crois que c'est pour toujours rehausser le niveau. Et lorsque vous jetez un regard rétrospectif, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, parce qu'avant, on avait des gens qui ont juste le BPC pour enseigner. Et ils enseignent. Et le BPC d'alors, le poids que le BPC d'alors avait, n'est pas le même poids aujourd'hui. Vous avez des gens qui ont le BPC aujourd'hui, même le bac aujourd'hui, et si vous devez comparer même le niveau de ceux qui ont le bac aujourd'hui avec ceux qui avaient le BPC avant, je crois qu'on aura à dire également. Mais déjà, avec le bac accepté pour le primaire, je crois qu'on peut dire saluer la décision. Alors Patrick, il faut saluer une décision. Cette décision participe vraiment à l'assainissement du secteur éducatif. Ça participe à coup sûr à l'assainissement du secteur éducatif dans son démembrement et enseignement maternel et primaire. Maintenant, je me pose une question, c'est au niveau des privés que cette décision-là doit être appliquée, puisque on considère qu'au niveau du public, c'est des professionnels déjà. Au niveau du privé, il faut alors réévaluer, parce que ça va entraîner un surcoût au niveau des salaires. Exactement. Vous savez, le salaire, il paraît que ça tourne autour de pas grand-chose au niveau donc c'est des titulaires du BEPC, une main-d'œuvre vite trouvée, bon marché. Mais en professionnalisant davantage, donc en exigeant le BEPC, le CEAP ou le CAP ou le baccalauréat, ça va vouloir dire que les directeurs des écoles vont désormais mettre plus la main à la poche pour pouvoir payer. Et ce faisant, c'est le panier de la ménagère, c'est la capacité de financement ou la capacité d'aller sur le marché qui sera ainsi renforcée. Donc on va attendre vivement que cette décision... Et justement, ce qui est paradoxal, c'est que dans le public, il y a des subventions
mais dans le privé, il n'y a pas de subvention. Donc forcément, comme l'a dit Patrick, ce sera des surcoûts pour ces établissements d'enseignement primaire privés. Oui, naturellement, parce que pour payer le professionnel, ce n'est pas le même coût que pour payer quelqu'un qui a juste une formation académique. Les promoteurs d'écoles privées seront obligés de débourser un peu plus fort. C'est vrai, aujourd'hui au Bénin, je crois que les promoteurs d'écoles font déjà cette lutte-là depuis un moment. Ils demandent déjà la subvention de l'État. Je crois que c'est possible que l'État commence par regarder de ce côté-là, parce que ça se fait ailleurs. Vous avez, dans des pays comme la Côte d'Ivoire, je connais le cas de la Côte d'Ivoire, l'État subventionne les privés, parce que, au fait, les gens pensent que les promoteurs des écoles privées sont dans le commerce. Seulement, c'est du social. C'est vrai, ils font de gains, mais moi, je connais des promoteurs, je connais plein de promoteurs qui, les 5 premières années, ne gagnent rien. Ils investissent de l'argent. On va peut-être dire que c'est de l'investissement en vue de gagner plus tard, mais il y en a qui investissent pendant longtemps même, et qui, avant peut-être de gagner la moitié de ce qu'ils ont investi, ce n'est pas tout de suite. Donc, c'est du social. Et ils accompagnent l'État, parce que c'est l'État qui a l'obligation de former les Béninois. C'est l'État qui a... Et c'est une fonction régalienne même de l'État. L'éducation d'un État, on ne doit pas s'amuser avec. Des Béninois, on ne doit pas s'amuser avec. Donc, quand les privés le font, ils le font pour accompagner l'État. Même s'ils gagnent... De se lancer, c'est qu'il a les moyens nécessaires avant de se lancer dans cette aventure-là. Oui. Une chose est d'avoir les moyens, une chose est d'avoir la volonté aussi de le faire. Ce n'est pas tous ceux qui ont les moyens qui créent des écoles. Il y a des gens qui ont les moyens qui créent d'autres choses où ils pourront gagner. Mais il y en a qui ont la volonté de créer une école. Donc, ils ont la volonté d'accompagner l'État dans ce secteur-là. Parce qu'ils voient que c'est primordial. L'éducation des citoyens, c'est primordial. Donc, l'État doit faire un effort. Je crois que pour accompagner cette décision-là, il doit commencer par réfléchir. On peut ne pas commencer de façon... on peut commencer progressivement, je veux dire. Donc, et puis, là où ça se passe, comment ça se passe? Parce que si l'État accompagne, ce n'est pas les promoteurs que l'État accompagne au fond, mais c'est les parents d'élèves. Là où ça se passe, si vous n'avez pas dans votre aire géographique une école publique, et c'est rien que des... Parce qu'il y a ça aussi, c'est ça qui amène les parents, parfois qui n'ont pas les moyens d'envoyer des enfants dans des écoles privées. Parce qu'avant de trouver une école primaire, il faut peut-être parcourir des kilomètres. Donc, lorsque l'État commence pas à subventionner, il aide les parents. Là où ça se fait, vous inscrivez vos enfants dans une école, vous voyez, et l'État paie la différence. Parce que dans le public, il y a un taux qu'on doit payer. Donc, vous payez le taux comme s'il était au public. Au public, vous payez le taux que vous devez payer, comme si l'enfant était au public. Et l'État paie la différence pour tous les enfants. Oui, mais ça fait beaucoup plus. Ça fait beaucoup. Vous avez dit qu'il faut commencer peut-être progressivement. Il faut voir peut-être pour dire, bon, on alloue tel montant selon la capacité des écoles aussi. Voir proportionnellement. Comment faire pour les mairies? En attendant même qu'on arrive là, parce que la décision sera appliquée à partir de la rentrée prochaine, alors il se fait forcément que les établissements privés seront obligés d'augmenter les frais de scolarité, par exemple. Et rien ne nous dit, par exemple, que ce n'est que des titulaires du BEPC qui enseignent puisque c'est une décision de portée générale. Donc, rien ne prouve que forcément les écoles utilisent cette main-d'œuvre-là qui a le BEPC. Si je dois revenir un peu sur la question de subvention soulevée par Vincent tout à l'heure, il faut dire, j'ai discuté avec un spécialiste du domaine pas plus tard que ce matin, qui a dit qu'en fait l'État a déjà mis en place une subvention. C'est au niveau des directions, mais comment distribuer cette subvention-là, c'est toute la question qui se pose. Les enseignants, les directeurs d'école, les promoteurs veulent de l'espèce sonnante et trébuchante.
Alors que je crois que l'État a envie d'accompagner en termes de matériel, en termes d'immobilisation, un peu comme ça se passe au niveau de la presse, l'aide de l'État à la presse privée, où c'est un accompagnement en matériel de travail et tout ça. Donc je crois que le système n'est pas tellement bien huilé pour le moment pour voir comment aller à la distribution de cette manne-là, de cette subvention de l'État au profit des écoles privées qui sont installées et qui jouent, il faut le dire, un grand rôle, comme l'a dit Vincent. Maintenant, chaque 2 ans, il paraît que les autorisations sont renouvelées, les autorisations d'enseigner. Bon, qu'est-ce qui va se passer? On attend, c'est aussi une occasion. Justement, qu'est-ce qui va se passer? C'est aussi une occasion pour les enseignants, voilà, ou les écoles, voilà, d'envoyer en formation leurs enseignants. Oui, mais en même temps, c'est aussi l'occasion de voir des écoles se fermer. Oui, c'est ce qui serait un peu malheureux, dommageable, parce que une école qui se ferme, c'est d'autres problèmes. Voilà, il faut changer d'école, voilà, les parents qui n'étaient pas préparés à ça. Donc, il y a toute une série de contingences liées à cette... réfléchir à la mise en œuvre de cette décision-là. Alors, mais est-ce que, face à une telle décision, on peut dire qu'on va vers la professionnalisation du métier d'enseignant ou plutôt la marchandisation de l'éducation? Parce que là, les privés seront obligés d'augmenter les coûts pour faire face à ces charges-là. Parce que, comme on l'a dit, s'il faut recruter des gens qui ont minimum le bac, ça nécessite forcément des moyens. Alors là, on ne sait vraiment pas à quoi s'en tenir. Non, je pense qu'on peut parler de la professionnalisation du métier de l'enseignant. Et puis, avant d'aller plus loin, tout à l'heure vous parliez de la fermeture, on pourra assister peut-être à... c'est vrai, on peut avoir des fermetures, mais ce ne sera pas dû peut-être au manque de professionnels. Parce que avant, pour recruter dans l'enseignement primaire, on fixait un quota pour les professionnels et on fixait un quota pour ceux qui ont des diplômes académiques, le BPC. Et parfois, on ne trouvait même pas le quota fixé pour les professionnels, parce qu'il n'y en avait pas suffisamment. Donc, et on prend pour combler au niveau des... Mais, depuis un certain temps, depuis que les privés sont entrés dans la création des ZENI, on a plein de gens, de professionnels aujourd'hui qui sont à la maison, qui ont le CEAP, qui sont à la maison. Il y en a même qui ont le CAP qui sont à la maison. Donc, ils font autre chose en attendant de trouver mieux, ou bien en attendant que l'État lance un recrutement dans le domaine. J'en connais énormément. Et donc, c'est que ça veut dire quoi? Fermé depuis quelques oui, années. je crois que le gouvernement il y a une réouverture, est en train de faire aussi un effort dans ce sens-là pour réouvrir les écoles de formation des instituteurs. Alors, je crois que le problème va régler, la décision va régler le problème d'emploi au niveau même des professionnels qui étaient déjà formés, qui étaient à la maison, et qui sont à la maison. Donc, parce qu'ils se disent que c'est l'État qui prend les professionnels et le privé, pour ne pas débourser gros, prend les autres. Maintenant que l'obligation est faite au privé de prendre rien que des professionnels, bon, pas rien que des professionnels, en tout cas des professionnels, le diplôme professionnel, voilà, ou le bac. Donc je crois que ce sera une occasion aussi de leur trouver d'emploi. Alors il y a ceux-là qui n'ont pas le bac, qui n'ont pas les diplômes professionnels, mais qui enseignent déjà et qui ont de l'expérience. Ils vont devenir quoi avec une telle décision? On ne va pas les jeter en pâture. C'est le problème que le communiqué n'a pas réglé. Bon, ce n'est que communiquer. Il y a les lois, il y a l'esprit des lois. Est-ce qu'il y aura des dérogations? Je ne sais pas, parce que j'en connais qui sont enseignants avec le BEPC depuis des années, rompus à la tâche. Puisque c'est chaque 2 ans que sont renouvelées, enfin en l'état actuel des choses, que sont renouvelées les autorisations d'enseigner, est-ce qu'on va leur opposer une fin de non-recevoir la fois prochaine? On ne sait pas. Le communiqué n'est pas allé dans ces méandres-là. Est-ce que ça va disposer rien que pour l'avenir désormais, ou ça aura un effet rétroactif? Le communiqué n'est pas allé dans ces détails-là. Le communiqué a encore beaucoup de choses à dire. Voilà. Actuellement. Oui, je crois que c'est peut-être même une interpellation aux décideurs pour qu'ils affinent leur idée.
par rapport à ce communiqué-là. Mais moi, je pense que tel que le communiqué est libellé, c'est vrai, ça va disposer pour l'avenir, mais je pense qu'ils vont aussi l'appliquer à ce qui était dans le MITI. C'est la compréhension que moi j'ai. À travers des séances de recyclage, pour les amener au moins à avoir... Peut-être les promoteurs d'écoles qui ont la volonté. Il faut déjà même noter qu'il y a beaucoup de promoteurs d'écoles qui sont déjà dans cette dynamique-là depuis fort longtemps. Mais il y en a qui, pour ne pas débourser beaucoup ne voulaient pas aller là. Mais la décision qui est prise maintenant fait obligation à tous de se mettre au pas. Alors, je pense que soit ceux qui étaient dedans avec le BEPC et qui n'ont même pas le bac seront obligés d'aller se chercher ailleurs ou d'aller se faire former, soit au CAP ou même au bac. Vous voyez, pour pouvoir revenir ou même aller se chercher ailleurs carrément. L'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille et je ne sais pas si les deux décisions, enfin le communiqué et la décision de réouverture dès septembre prochain des écoles normales intégrées de l'État, je ne sais pas s'il y a une corrélation entre les deux décisions. Toujours est-il que les écoles vont rouvrir bientôt. Et on a observé quelque chose au niveau du secondaire. Des enseignants qui sont déjà recrutés, mais qui profitent des vacances ou des congés scolaires pour aller en regroupement dans les écoles normales pour l'obtention du BAPES, je crois, ou du CAPES. Donc, je crois que si une alternative peut être trouvée, ce serait bien pour que des gens ne se retrouvent pas au chômage. Merci à vous, chers confrères, pour ce décryptage. On retient que cette décision est une invite à ceux qui désirent faire carrière dans l'enseignement à se faire former. Merci beaucoup, chers confrères. Sans plus tarder, on installe le plateau des dossiers de la semaine. On parle des mesures fiscales contenues dans la loi des finances 2020. Ils sont de deux ordres, ou plutôt ces mesures sont de deux ordres. Il s'agit des mesures reconduites et des mesures nouvelles. Des nouveautés que nous allons revisiter tout à l'heure avec notre invité. Mais avant, suivons cet élément. Point n'est besoin de démontrer l'importance de recettes fiscales dans le développement d'un pays. Et c'est conscient de la situation que différents acteurs du secteur ont décidé d'exhorter chaque Béninois à œuvrer pour freiner l'évasion fiscale. Le premier, le gouvernement, à travers son programme de développement, a voulu avoir suffisamment de ressources pour réaliser beaucoup d'infrastructures. Premier élément. Et deuxième élément, ils veulent permettre à ce que tous les contribuables puissent honorer à leurs engagements de contribuables. Et enfin, faire en sorte que la pression fiscale ne soit pas être perçue comme une pression en tant que telle. Ils sont des cadres hétérogènes venus de divers horizons, mais avec un objectif identique, celui de se mettre au même niveau d'information par rapport aux mesures fiscales contenues dans le budget exercice 2020. Concrètement, on peut retenir la fatigue normalisée que tout le monde doit faire aujourd'hui pour voir ses charges prises en compte dans la détermination du résultat fiscal. Et qu'aujourd'hui, si on prend l'IRPP, ce n'est plus la globalisation de tous les impôts, mais c'est le BNC et le BIC qui ont été pris en compte. Donc le revenu foncier a été dégagé et mis à deux taux, 10% et 20%, qui ne sont rien d'autre que les taux des acomptes qui devraient être prélevés chaque fois. Cette formation, en fait, nous permet de faire le point des nouvelles réformes. Et le formateur a mis l'accent sur les points essentiels dont on a besoin et dont le client a également besoin pour respecter les lois fiscales. Le but visé ici est d'amener les contribuables à payer rigoureusement et régulièrement les taxes prévues par la loi de finances 2020. Et je crois que ces pareilles formations doivent permettre à nous les professionnels, comme je le dis, il y a des notaires ici, il y a des huissiers, il y a des experts comptables et également des dirigeants d'entreprise, de savoir chacun son droit.
et de payer le juste et le vrai impôt. L'occasion a été donnée aux participants de s'informer quant aux différentes procédures de règlement de leurs tasses respectives. Vous l'avez compris, le développement des entreprises pour la croissance économique est une préoccupation des acteurs du tissu économique. Et comme vous l'avez suivi, l'Ordre des experts comptables du Bénin s'y est intéressé. Et pour en parler, ce matin, je reçois le président de la commission chargée des relations avec les institutions au sein de l'Ordre des experts comptables du Bénin, Herbert Ouedissi. Bonjour, monsieur Ouedissi. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Je vais très bien chez vous. Ça va. Merci de nous honorer de votre présence. C'est moi. Et pour conduire cet entretien avec moi, comme tous les dimanches, vous le savez, c'est Patrick Adjabodou. Bonjour Patrick. Bonjour, Ulvaïus Balogun. Alors Patrick, de nombreuses réformes ont été opérées pour favoriser le développement des affaires. On l'a entendu dans le reportage tout à l'heure. Tout ça, c'est pour porter l'économie béninoise. Ulvaïus Balogun, vous venez ainsi de bien planter le décor de notre entretien qui porte sur les mesures fiscales favorables au développement des entreprises. Monsieur Herbert Ouedissi, bonjour. Bonjour. En votre qualité d'expert comptable agréé et fiscaliste aussi, quand on prend la loi des finances 2020, est-ce qu'il y a eu des nouveautés ? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais que vous me permettiez, à l'entame de cette émission, de pouvoir sacrifier à la tradition et présenter aux téléspectateurs mes vœux les meilleurs pour une bonne et heureuse année 2020 et aux chefs d'entreprise en particulier une santé financière robuste pour leur entreprise et un développement harmonieux de leurs affaires dans un environnement de contrôle satisfaisant. Je voudrais aussi remercier l'OETB pour cette opportunité que vous offrez à l'Ordre des experts comptables de pouvoir partager avec le public en général et les chefs d'entreprise en particulier les dispositions nouvelles de la loi des finances 2020. Pour répondre à votre préoccupation, oui, il y a eu beaucoup d'améliorations, beaucoup de dispositions nouvelles. Et ces dispositions, on peut les classer globalement en 3 catégories. Nous avons des dispositions qui visent un meilleur rendement fiscal, des dispositions qui visent un allègement fiscal et des dispositions qui visent une simplification des formalités. Je pense que c'est les 3 grandes catégories que nous pouvons citer parmi les dispositions contenues dans la loi des finances 2020. Est-ce qu'on peut avoir quelques exemples ? D'abord, les dispositions qui visent un rendement fiscal, un meilleur rendement fiscal. Comme vous le savez, la meilleure définition de l'impôt que je connais, c'est celle donnée par Gaston Diez. L'état des charges, il faut les couvrir. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, le but de l'impôt, c'est de pouvoir collecter des ressources pour la couverture des charges de l'État. Et donc, cette année, ce que nous avons relevé particulièrement, je vous donnerai 3 exemples. Nous avons l'acompte sur impôt pour bénéfice. Donc, c'est un acompte, ce n'est pas encore l'impôt. Son taux est passé à 3% contre 1% pour les professions libérales. Et pour les importateurs donc, qui font des importations au cordon douanier, ce taux passe à 3% pour les contribuables qui présentent un risque non faible. Parce que le taux de 1% est réservé toujours aux contribuables dits vertueux qui présentent un risque faible. Ça, c'est le premier exemple. Le second exemple que je voudrais donner, c'est les droits d'enregistrement sur les mutations d'immeubles, donc vente de terrain, vente d'immeubles de maison, ou les mutations de fonds de commerce, qui sont maintenant passibles d'un droit d'enregistrement de 5% contre 1% l'année passée. C'est une augmentation. Voilà. Bien sûr, c'est une augmentation. Et je crois qu'on revient tout doucement à ce qu'il y avait avant, mais on n'est pas encore au niveau de 8% qu'on avait, je crois, dans les années 2015-2016. On est toujours à 5%. Contre 1% l'année d'avant. Et une innovation cette année qui pourra intéresser beaucoup de téléspectateurs qui sont attachés au foncier en bon béninois. Oui, oui. C'est que cette année, l'État, le Parlement a institué une taxe sur la plus-value immobilière. C'est-à-dire que quand vous vendez votre terrain que vous aviez acquis peut-être 10 ans ou 15 ans auparavant,
Je parle des téléspectateurs, bien entendu. Oui. Donc, quand vous vendez, vous l'avez acheté à 1 million, vous le vendez à 10 millions, vous avez réalisé une plus-value de 9 millions. L'État dit, OK, cette plus-value, j'ai contribué à ce que cette plus-value puisse être obtenue. Oui. J'ai fait des travaux d'aménagement, j'ai fait des routes, j'ai installé une maternité dans le quartier. L'électrification, exactement. Donc l'État estime que celui qui réalise cette plus-value doit pouvoir être reconnaissant envers la collectivité publique et donner 5% de cette plus-value. Donc c'est à la charge du vendeur et non à la charge de l'acheteur. Donc ça, c'est une disposition fondamentale. Et la disposition la plus marquante dans cette catégorie de mesures visant un rendement fiscal élevé, c'est celle relative à l'institution de la facture normalisée. Oui, très bien. La facture normalisée, elle est maintenant nécessaire pour déduire la TVA et pour rendre une charge déductible au niveau de l'impôt sur le bénéfice. Et la facture normalisée, c'est quoi? C'est une facture émise par ce que nous appelons des machines électroniques certifiées de facturation. Vous savez, la TVA, c'est un impôt sur la consommation. Oui. Donc, l'État ne pouvant pas être présent à chaque moment où un contribuable veut consommer, veut acheter, mandate donc des entreprises qui sont des redevables de la TVA. Dans d'autres pays, on leur donne une licence de collecter la TVA. Donc l'État les mandate pour collecter cette TVA. Cette TVA, c'est l'impôt qui a le plus fort rendement au Bénin et dans la sous-région, en France également. Seulement, c'est l'impôt le plus fraudé. Et puisque la fraude, elle est inversement proportionnelle à la capacité de l'administration, donc plus la capacité de l'administration est faible, plus la fraude est élevée, plus la capacité de l'administration est élevée, plus la fraude diminue. L'institution de cette mesure augmente considérablement la capacité de l'administration qui pourra compter donc, sur une réduction significative de la fraude. Mais au-delà de l'administration fiscale, je regarde, moi, en tant qu'expert comptable, les bénéfices pour les entreprises. Parce que, vous savez, vous et nous, quand nous achetons, ce ne sont pas forcément des factures régulières, commerciales qu'on nous donne. Parfois, nous avons des factures sans raison sociale du vendeur, sans désignation du bien. Alors que la législation commerciale met à la charge des commerçants, des chefs d'entreprise, des entreprises, de délivrer, à l'occasion de l'accomplissement de tout acte de commerce, de délivrer des factures avec des mentions obligatoires. Cette facture, l'institution de cette mesure de facture normalisée permet aux entreprises de se conformer à cette disposition de la législation commerciale. Très bien. Ce qui est une très bonne chose. Vous parliez tout à l'heure des entreprises. Au chapitre des mesures fiscales de la loi de finances 2020, y a-t-il eu des mesures incitatives pour booster les opérateurs économiques, les entrepreneurs dans leur business? Oui, je crois que ces mesures rentrent dans ce que nous appelons l'allègement fiscal ou dans la catégorie des mesures de simplification. Je crois qu'au nombre des mesures les plus symboliques, c'est celle du remboursement de la TVA. Ce remboursement aujourd'hui, l'administration fiscale, quand une entreprise fait la demande, a un délai impératif d'1 mois pour donner une suite. Et mieux, le législateur fiscal est allé loin. Quand l'entreprise est vertueuse, avec un risque faible, le remboursement est automatique. Ce qui veut dire que le fait pour les entreprises, en plus de supporter les frais, les agios bancaires, de financer leurs immobilisations, de financer le cycle d'exploitation et en plus de financer l'État. Parce que c'est des crédits de TVA. Aujourd'hui, ces entreprises auront une meilleure faculté de récupérer leurs créances sur l'État. Et je pense que ça, c'est quelque chose à saluer. De pousser les entreprises à se régulariser. Voilà. En fait, c'est un partenariat, je vais dire, gagnant-gagnant entre l'État et les entreprises. L'État leur fait confiance en disant, vous êtes vertueux, je vous rembourse automatiquement. Mais attention, si des contrôles fiscaux ultérieurs révèlent que le remboursement est indu partiellement ou totalement, dans ce cas, tenez-vous bien, c'est une pénalité de 80% de la TVA réduite ou annulée.
Oui. Voilà, donc cela appelle plus de responsabilité de la part des entreprises et nous, en tant qu'ordre des assesseurs comptables, nous essayons de les accompagner. Parlons un peu rapidement de la taxe sur les véhicules à moteur, TVM. Dans le cadre de la dématérialisation des procédures, la DGI a procédé à la digitalisation du paiement de la TVM. En quoi cela est une innovation ? Bien, c'est une grande innovation en cela qu'elle simplifie la vie des contribuables. Parce que, tenez-vous bien, à l'approche des échéances, si vous observez bien, quand vous-même vous allez payer au niveau des recettes du trésor, des receveurs percepteurs du trésor ou au niveau de la direction générale des impôts, vous observez la longue queue que nous observons, enfin que tout le monde regrette. Et cette innovation permet à chacun, exactement comme nous payons nos factures d'électricité, nos factures d'eau, ou peut-être l'abonnement, pour ne pas faire de publicité, l'abonnement. Voilà. Donc, comme nous le faisons, nous pouvons payer de notre salon, de nos bureaux, la taxe sur véhicule, la TVM sur nos différents véhicules que nous avons. Voilà. En début de semaine, l'Ordre des experts comptables agréés du Bénin a organisé une formation sur la loi des finances. Oui. Pourquoi cette formation ? D'abord, ça relève d'une des missions de l'Ordre des experts comptables. Je rappelle que ce n'est pas la première fois que l'Ordre des experts comptables initie une telle formation. Depuis la création de l'Ordre, par une loi en 2004, l'Ordre, en tant qu'institution à utilité publique, a comme mission d'accompagner les entreprises pour une meilleure gouvernance, pour un développement harmonieux des activités. Et vous savez, la loi fiscale, elle est dynamique, c'est une science évolutive. Tout à fait. Et il est important que chaque année, quand le législateur fiscal finit de prendre ses décisions, que les acteurs économiques à qui cette loi s'applique se réunissent, échangent, se fassent former et puis partager les best practices. Et c'est ce que l'ordre a fait en invitant les opérateurs économiques, les membres des autres ordres et bien sûr mes confrères, les experts comptables pour cette séance d'échange qui s'est très bien passée. Donc, c'est dans le but de permettre aux entreprises de pouvoir se conformer aux nouvelles dispositions fiscales. Donc, je ne sais pas si... Vous pensez que les entreprises que vous avez fait venir de cette formation ont senti la nécessité de le faire, comme vous le dites là? Ah oui, bon, les entreprises sont nos clients, donc c'est déjà un besoin que nous connaissons. Déjà, dès le vote de la loi, elle nous harcèle pour avoir la loi de finances. Et dès qu'il y a une opportunité, elle n'hésite pas à s'inscrire. Bien sûr, il y a des structures privées qui font des formations, mais l'ordre en tant qu'institution devait organiser une telle formation à l'endroit donc des entreprises et de ses membres. Tout à fait. Voilà. Et que pensez-vous de la modernisation de l'administration fiscale en tant qu'expert comptable? En tant qu'expert comptable et aussi en tant que contribuable. Oui, tout à fait. Contribuable, cette modernisation n'a pas accéléré, je vais dire, depuis 2 ans, simplifie la vie. Simplifie énormément la vie aux contribuables. Je donnerai 2 exemples. Vous savez qu'avant, les échéances pour des entreprises d'une certaine taille, c'est le 10 de chaque mois. Et on faisait, il fallait se déplacer à la direction générale des impôts, déposer la version papier, payer, pour payer, il faut aller à la banque, prendre un chèque certifié qui a son coût, revenir aux impôts, payer. C'était beaucoup de tracasseries et beaucoup d'attentes également parce que vers les 8, 9, 10, il y a déjà beaucoup de monde qui viennent. Aujourd'hui, de nos bureaux, de nos cabinets, nous pouvons faire en ligne toutes nos déclarations et puis payer aussi en ligne.
avec les frais bancaires usuels. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté sans surcoût pour nous, au contraire, avec un gain énorme en termes de temps. En termes de temps pour nous et nos collaborateurs. Second exemple qui rentre dans la droite ligne de ce que je disais, c'est le dépôt de l'alias fiscal qui se fait le 30 avril de chaque année. Aujourd'hui, depuis l'année passée, pas un simple clic, l'alias fiscal est déposé, mais je peux vous dire que parfois, le 28, 29, 30, nos collaborateurs sont au service des impôts jusqu'à 20h, 21h parfois. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, quand vous passez à la caisse des impôts pendant cette période, c'est presque vide. Donc ça, c'est deux exemples que je donne. Et troisième exemple qui est prévu dans le cadre de cette loi de finances 2020, que je voudrais saluer, c'est l'institution d'une déclaration unique des impôts sur salaire et des cotisations sociales. Vous savez, ces deux déclarations ont les mêmes bases. C'est le salaire brut que nous payons aux employés. Et avant, on faisait une déclaration séparée pour les impôts et on faisait une déclaration séparée pour la CNSS, avec des risques d'écart entre les deux qui motivent des redressements, des redressements fiscaux. Aujourd'hui, avec cette disposition que j'espère qu'il sera mise en œuvre rapidement, en une seule déclaration, de manière totalement dématérialisée, nous payons la CNSS, nous payons les impôts sur salaire en même temps. Donc ça, c'est des exemples que je peux citer. Et nous qui sillonnons un peu la sous-région, on peut dire que l'administration fiscale fait partie des élèves modèles ou bien des modèles en matière d'administration fiscale numérique dans la sous-région. Béninoise, oui, bien sûr. Vous parlez si bien de l'administration fiscale béninoise. Est-ce que vous avez des recommandations à l'endroit des entreprises? Avant les recommandations, quel est le rapport que l'ordre entretient avec l'administration fiscale? Vous savez, l'ordre est un acteur important de la vie économique. Et est très présent à travers ses membres dans les entreprises. Et vous savez que l'information financière est d'une telle importance que l'État a senti la nécessité donc, de la normaliser à travers des normes comptables, mais également d'organiser les professionnels qui s'occupent de la production de cette information financière, donc à travers l'ordre. Et puisque l'administration fiscale travaille sur l'information financière produite par les contribuables, les entreprises, l'ordre s'impose donc comme un interlocuteur privilégié. Nous avons de très bonnes relations, nous avons un cadre de concertation qui nous permet de nous retrouver sur des thématiques que nous définissons. Chaque trimestre, on se voit pour faire le point des préoccupations évoquées par nos membres. Et aussi, l'ordre des faits comptables fait partie du secteur privé. Et vous savez que dans le cadre de la loi des finances, de la préparation de l'ordre des finances de chaque année, le secteur privé a des discussions avec le ministère des Finances, fait des plaidoyers. Et donc l'ordre joue un rôle actif également en cela. Donc nous avons de très bonnes relations avec l'administration fiscale. Oui, je peux avoir quelques minutes de ma question. Allez-y. Quelques recommandations à l'endroit des entreprises. Quelques recommandations à l'endroit des entreprises ou de l'administration fiscale. À l'endroit des entreprises, je dirais premièrement de s'approprier des nouvelles dispositions de la loi des finances de cette année, de ne pas être surprise par des contrôles de l'administration fiscale et surtout en la matière de pouvoir se conformer aux dispositions relatives à la facture normalisée.